Été 1816, 4 jeunes Anglais s'ennuient un soir de pluie sur les rives du lac Léman. Bon, toi tu feras un Scrabble avec ta mamie, eux ils vont faire un truc beaucoup plus stylé, faire un concours d'histoire frissonnante pour se faire peur au coin du feu. Peu. Mary Shelley, à peine âgée de 21 ans, 2 ans plus tard, va faire de son histoire un roman qui va avoir un succès monstre et influence encore aujourd'hui le cinéma et la littérature. Frankenstein ou le mythe de Prométhée raconte l'histoire d'un savant fou, Victor Frankenstein, créant une créature à partir de cadavres, Berk, mais qui, trop effrayé par celle-ci, l'abandonne. Cette engeance n'aura de cesse alors de poursuivre son créateur, après avoir été persécuté par les humains. Mais quel rapport avec le sujet du jour? En fait, la créature de Frankenstein va imprimer dans l'inconscient collectif deux questionnements. La créature a-t-elle une âme? Et celle-ci se retournera-t-elle un jour contre son créateur? Bienvenue dans le monde merveilleux des robots, serviteurs, collaborateurs et pourquoi pas un jour, maîtres. Si on devait trouver une origine visuelle à ces robots, on pourrait parler de l'ingénierie mécanique et surtout des automates issus de l'horlogerie créés vers le XVe siècle. Ces automates pouvaient juste effectuer la même tâche, comme se lever, danser, etc., inlassablement. Avec la deuxième révolution industrielle, certains hommes deviennent des automates. Les ouvriers sont mis au pas, obligés de faire des tâches répétitives et déshumanisantes, et aidés par certaines machines, comme le tapis roulant, emmenant les pièces d'un ouvrier à un autre. C'est à partir de ce moment-là que la pièce de théâtre RUR pour Rossum Universal Robot va être écrite par le tchécoslovaque Karel Čapek en 1920. Face aux tâches répétitives, quoi de mieux que des humanoïdes créés artificiellement pour accomplir inlassablement celles-ci? C'est d'ailleurs Joseph Čapek, le frère du metteur en scène, qui lui a suggéré d'appeler ces faux humains des robots, qui vient du tchèque robota pour corvée. Un terme péjoratif qui restera à jamais la dénomination de ces êtres artificiels. Je vous le dis tout net, je suis très déprimé. Dans la pièce, Rossum, le scientifique, veut faire des économies. Dans son usine, il crée donc des robots à l'image humaine, mais sans âme. Bon, dans l'adaptation ciné de 1935, ça ressemble plus aux jouets de nos grands-parents. C'était beaucoup plus vendeur pour l'époque, c'est vrai. Mais la situation dérape sur le long terme lorsque l'humanité décline et que les robots, plus puissants, prennent le pouvoir. Finalement, deux humanoïdes arriveront grâce à l'amour à avoir un enfant, permettant la survie de leur espèce. Ce thème du remplacement de l'homme par sa création restera un thème central dans la science-fiction. Donc les premiers robots de l'histoire ne sont pas des êtres faits en métaux ou en alliage. Mais l'œuvre de Čapek influence déjà les cinéastes, comme avec The Mechanine Man, film italien de 1921, même si la créature ici n'est pas autonome, mais commandée à distance par son créateur. Et tout ça finit par un combat épique entre deux robots. Pour un robot de qualité, il faudra attendre 1927 et un chef-d'œuvre, Metropolis de Fritz Lang. Dans cette histoire de révolte des classes, dans un univers dystopique, c'est la figure de Maria qui impressionne le public. Un être de métal doré fabriqué grâce à l'électricité. Le robot ici fascine mais fait également peur car il peut prendre forme humaine, nous imiter pour mieux nous tromper. Une imagerie qui influencera pendant longtemps les auteurs et les cinéastes. Alors soit Duncan MacLeod est un robot, soit il a mis des électrodes à un endroit bien particulier. D'ailleurs, les inventeurs vont s'inspirer de ses premières œuvres de science-fiction, comme avec Eric le robot. Non, ce n'est pas une blague. En 1928 est présentée à Londres l'une des premières vraies machines devant une foule incrédule. Bon, en fait, c'est un automate créé par le capitaine W.H. Richards, surfant sur le buzz de ces êtres technologiques. Le robot d'ailleurs a comme sigle RUR, en hommage bien sûr à la pièce de Čapek, mais ne peut marcher immobilisé par un socle qui l'alimente. Mais après une tournée européenne, il disparaîtra mystérieusement. On tire Skynet par les couilles maintenant qu'on a ça. Allez viens, on se barre. Les robots sont donc bien ancrés dans l'imaginaire du public. Mais après la Seconde Guerre mondiale, un auteur de génie va se révolter.
Isaac Asimov, auteur américain d'origine russe, va très vite dénoncer le complexe de Frankenstein, qui fait de ces robots des êtres deux-dimensionnels, capables soit de se révolter, soit de travailler. En septembre 1940, après avoir lu l'histoire d'un confrère traitant du sujet, Asimov décide d'écrire pour une revue son premier récit sur ces créatures, Robbie. Mais le jeune auteur n'est pas vraiment satisfait de la psychologie de ces robots. Le 23 décembre 1940, à la veille de Noël, Asimov et l'éditeur de la revue Astounding Science Fiction vont créer un élément de récit qui a encore des conséquences aujourd'hui, les 3 lois de la robotique. Première loi. Un robot ne peut blesser un être humain, ni par son inaction, permettre qu'un humain soit blessé. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi. Un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu'une telle protection n'est pas en contradiction avec la première et ou la deuxième loi. Asimov va écrire des histoires pour contourner les limites de ces lois, d'ailleurs qui seront récapitulées dans son ouvrage iRobot sorti en 1950. L'auteur pense que ces robots sont des êtres bons, parfois meilleurs que les humains, et il va même créer une 4e loi que je vous laisse découvrir dans ses romans. Ces lois vont avoir une telle influence qu'elles dépassent l'œuvre d'Asimov et se retrouvent dans d'autres fictions. Preuve en est dans le film Planète Interdite, sorti en 1956. Pointe-le sur le commandant. Et vise bien entre les yeux. Feu! Vous voyez, il est impuissant. Il existe un système électronique qui oppose maintenant mes ordres directs à ses inhibitions fondamentales, lui enjoignant de ne pas nuire aux êtres humains. Et donc, grâce à ce film, le robot passe au stade de compagnon culte. Dans Planète Interdite, Robbie, être de métal, est un ami drôle et un peu maladroit qui va séduire un grand nombre du public américain, devenant la référence du sidekick en métal. Et docteur, c'est-il un mâle ou une femelle? Il apparaîtra d'ailleurs dans un autre film, un nanar bien senti, où bien sûr il est devenu méchant, what the fuck, et on ne compte plus ses fans absolus, comme Joe Dante, le papa des Gremlins. Il inspirera d'autres robots comme celui de la famille Robinson dans la série Perdu dans l'espace, mais il sera éclipsé beaucoup plus tard par 2 protagonistes ô combien iconiques. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. La mode est donc au robot gentil et dans l'homme dans sa tâche, ou même en le sauvant. Comme dans Astro Boy du mangaka Osamu Tezuka. L'œuvre aura une telle influence pour les japonais que les mangas autour des mechas fleuriront, en même temps que l'étude de la robotique, mais nous en parlerons dans un autre épisode. Et c'est à ce moment-là que la science dépasse la fiction. Avec le développement des premiers ordinateurs, les robots ont désormais un langage, le code informatique. Et certains s'intéressent déjà au mode de pensée de ces futures machines, l'intelligence artificielle. Le mathématicien Alan Turing va justement créer un test en 1950 qui permettra de juger de leur intelligence. Un procédé qui sera imité dans les robots reptiles de moutons électriques de Philip K. Dick en 1968 et dans son adaptation beaucoup plus connue au cinéma, Blade Runner. Préparez-vous pour vérifier. Je peux parler? Les tests, ça me rend nerveux. S'il vous plaît, ne bougez pas. Ici, le juge pose des questions pour savoir si l'individu devant lui est un homme ou un robot, ce dernier pouvant être démasqué car il n'a pas d'empathie. Car dans le livre, tout comme dans le film, les robots sont désormais à l'image de l'homme, incapables de les distinguer à l'œil nu, un constat vécu comme une menace. Les réplicants, d'abord construits pour aider l'homme sur de nouvelles planètes, sont désormais chassés par leurs créateurs car ils veulent obtenir leur liberté. L'homme est donc confronté à sa propre image et devient un monstre pour sa propre survie. Ce type de robot, appelé androïde, c'est-à-dire qui ressemble à un humain en aspect, représente une nouvelle donne dans l'imaginaire, des esclaves bien pratiques pour les hommes. All we do is work. Philip K. Dick avait déjà parlé des androïdes dans sa nouvelle Second Variety en 1953, qui était très visionnaire pour l'époque. Dans cette histoire, les robots, servant d'armes, ont évolué et ont résolu le problème inhérent à toute espèce qui veut survivre, la reproduction. En se répliquant, en se fabriquant, les robots de Second Variety sont passés du stade d'armes ressemblant à une griffe à des androïdes capables de s'infiltrer dans les rangs humains. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Reste cool.
sac à merde. Le précurseur au cinéma est bien sûr Monde Ouest, sorti en 1973, ancêtre de la série d'HBO Westworld. Dans ce film, les androïdes sont devenus des objets de loisirs dans un parc d'attractions futuriste, jusqu'à ce qu'un dérèglement informatique fasse d'un robot un tueur en puissance. La série quant à elle s'attarde plus sur la vie de ces robots, maltraités, en quête d'une reconnaissance et de liberté. Le film ne s'embarrasse pas de telles questions et préfère voir en ce robot tueur la main vengeresse face à la débauche du parc d'attractions et de la société qui en découle. Ouh là là, c'est la décadence hein. Pour la première fois, on voit à travers les yeux d'un robot une imagerie qui sera reprise plus tard dans Robocop ou Terminator, mais n'avançons pas trop vite. Et dans les années 60-70, la robotique fait d'énormes progrès et confirme d'ailleurs quelques cauchemars tirés des œuvres de SF. 1962. Le premier robot industriel, Unima, est prêt à travailler, ce qui redéclenche cette peur qui venait de l'imaginaire, celle d'être remplacé par les robots. 1970. Un programme informatique, nommé SHRDLU, comprend son utilisateur avec des termes en anglais. 1973. Wabot 1 est le premier robot à pouvoir marcher, le déplacement étant, pour toute espèce, la base de la viabilité. Un film va alors réunir toutes ces angoisses et aussi les avancées technologiques dans l'ultime fantasme de l'éradication des humains par les robots, Terminator. Sorti en 1984, le film ne raconte pas seulement le voyage dans le temps pour sauver le gentil de la rébellion anti-machine. Il y a tous les ingrédients d'un cauchemar post-technologique. Une intelligence artificielle qui dépasse l'intelligence humaine et qui s'est révoltée contre les humains, Skynet, qui se sert d'outils, les robots, pour traquer les derniers humains. Skynet a même créé des machines plus sophistiquées, des androïdes, pour semer le trouble dans leur rang. Car au final, les robots sont redevenus des esclaves, des travailleurs, membres d'une ruche artificielle sans réelle personnalité. Le T-1000, lui, aura une véritable personnalité, mais en côtoyant des humains. La véritable menace, désormais, c'est l'intelligence artificielle incontrôlable. On remarquera que Terminator est un produit de son temps, qui abordera les entreprises de nouvelles technologies dans le 2, coucou la Silicon Valley, le développement d'Internet dans le 3, et même les réseaux sociaux dans cette bouse de Genesis. Et oui, désormais, le robot ne fait plus vraiment peur. On s'émeut de la triste quête d'humanité de David dans E.A. de Steven Spielberg. On s'extasie devant l'humanité et la tendresse de Wall-E. On condamne la lâcheté de l'androïde d'Alien. Et on est intrigué par Ava de Ex Machina. Pourtant, chaque vidéo de Boston Dynamics nous met un peu mal à l'aise, peut-être car on y voit le futur concrétisé, même si ces apparitions parfois peuvent nous faire rire. Certains androïdes ont même vu le jour dans notre société, mais cela nous semble encore bizarre, un syndrome que l'on appelle communément la vallée de l'étrange. Les robots restent des jouets, des outils à nos yeux, voire des miroirs de l'âme humaine, car au final la créature ressemble toujours à son créateur. L'intelligence artificielle, au contraire, métaphysique, théorique, indéfinissable, nous donne des sueurs froides, car l'homme a toujours peur de ce qu'il ne comprend pas. Je ne pouvais pas finir cet épisode sans un petit hommage à Stephen Hawking, l'un des grands scientifiques de notre temps, touché lui aussi par cette nouvelle peur du 21e siècle. Forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded.